ça repose sur un principe de mise en scène qui est très simple, et qui est peut-être même un peu simpliste, mais on en parlera après, qui est le pouvoir extraordinairement puissant de l'irruption du hors-champ, en gros, de l'arrivée du contre-champ ou de l'irruption du hors-champ dans l'image. Obsession Obsession. de Curry Barker. Le mec s'appelle Curry, quoi. Ouais. Ça s'écrit pareil. Et pourtant, il ne se mange pas, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles. Il fait des films. C'est donc un... Le setup était pas évident. Qu'est-ce que tu fais une fois que t'as Curry, bon, t'es à part dire. Donc, c'est un jeune cinéaste lui aussi qui a commencé sur YouTube. D'abord en faisant des sketchs à deux, un peu comme Key & Peele. Il se revendique d'ailleurs un peu de l'inspiration Key & Peele. Puis de courts-métrages, puis d'un long-métrage d'horreur qui s'appelait Milk and Cereal, mais cereal comme serial killer. Et il se lance à l'assaut du cinéma avec son premier film Obsession, qui est pour le coup un film vraiment à petit budget, $500 000, 250 000 de com, avec Blumhouse qui a un peu l'habitude de produire des petits films à petit budget, mais de laisser carte blanche aux cinéastes et de leur faire confiance. Pari gagné pour ce film qui est un immense succès extraordinaire, qui a fait 100 millions d'entrées aux États-Unis. Je crois qu'il a rapporté 200 fois sa mise. Ouais, il me semble qu'il a battu un peu tous les records en termes de films qui... De rentabilité. En Je sais pas s'il a battu genre Paranormal Activity, je crois que ça reste... En tout cas, il fait partie du panthéon, quoi. On retrouve la recette un peu à la Halloween de Carpenter, où il avait fait, je sais plus, genre $300 000 de budget, 75 millions de recettes. Un tournage hyper court et tout, ouais, c'est vrai. Donc, Obsession, de quoi ça parle ? C'est un pitch très très simple. C'est un jeune homme, très amoureux d'une fille, Nikki, et il n'ose pas lui avouer son amour. Il ne pense qu'à elle tout le temps, et un jour, il va acheter dans une petite boutique de souvenirs, ou un peu ésotérique plutôt, un bâtonnet à casser qui permettrait d'exaucer un vœu selon l'affichage publicitaire. Il casse le petit bâtonnet et demande à ce que Nikki l'aime plus que quiconque au monde. Et son souhait fonctionne un peu trop bien. J'ai presque un peu envie de commencer sur le film parce que je sais que mon expérience n'a pas été la même que celle de vous deux. Généralement, moi, les films d'horreur, ça me fait pas très peur. J'ai jamais eu vraiment un truc d'angoisse, un truc de terreur un peu devant un film. Mais Obsession, je pense, c'est le premier film à m'avoir vraiment saisi. Après, peut-être que les conditions étaient idéales. J'y allais seul, sans qui que ce soit, sans m'attendre à rien. Je m'attendais à voir un film moyen. Tu l'as vu dans quel cinéma ? Dans le pâté à côté de chez moi. Okay. La salle était pas pleine, mais il y avait. Ça peut jouer ça aussi. Si t'es dans une salle pas trop remplie, ça peut faire flipper encore. Justement, moi j'étais un peu seul sur mon rang. Tu vois, il y avait des trucs. Et j'ai vraiment été terrifié par le film, qui m'a vraiment saisi d'une angoisse profonde à partir du début, un peu du principe, jusqu'à sa conclusion, où j'attendais chaque moment de respiration scénaristique pour un peu presque moi aussi reprendre mon souffle et avoir moins peur. J'étais à chaque fois terrorisé à l'idée de retourner dans la maison de Bear, donc du protagoniste, occupé par Nikki qui allait appliquer sur lui faire des son trucs obsession. Horribles. Voilà, c'est ça basiquement. Voilà, donc je vais partir, pendant qu'on parlera, je vais partir un peu de ce postulat-là et essayer de comprendre qu'est-ce qui m'a terrifié autant. Je sais que vous deux, vous n'avez pas été aussi impressionné par le film que moi. Toi, Thomas, tu m'as dit que t'avais quand même un peu peur, quand même. Oui, en fait, quand j'en suis sorti, j'étais assez mitigé sur le film, mais je dois bien reconnaître que... Oui, ça fonctionne quand même. On l'a vu quoi ? On l'a vu il y a 4-5 jours ? Ouais. Et en 4-5 jours, le film, quand même, me reste en tête, quand bien même j'ai des réserves. Mais je sais que toi aussi, j'ai lu ton papier sur Letterboxd, je pense qu'on est d'accord sur le film. Néanmoins, on peut pas lui enlever ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Moi, j'ai pas bien dormi après l'avoir vu. Je dirais que ça repose sur un principe de mise en scène qui est très simple et qui est peut-être même un peu simpliste, mais on en parlera après, qui est le pouvoir extraordinairement puissant de l'irruption du hors-champ, en gros. De l'arrivée du contre-champ ou de l'irruption du hors-champ dans l'image. C'est drôle, mais je partage pas ton préambule. Mais alors, je vais développer, vas-y, on en discutera. À savoir que, en fait, c'est un peu posé théoriquement dans la première scène du film, qui est une scène
on voit le personnage de Bear faire une déclaration d'amour à une jeune femme dans un diner. La scène est assez longue, elle est en champ contre champ frontal, et il va y avoir l'irruption en fait d'un troisième plan qui est lié à un troisième personnage qui est présent et qu'on ne connaissait pas auparavant, qui va reconfigurer la séquence et qui va introduire une double surprise, à savoir d'une part que du coup cette déclaration d'amour est une répétition, et que la personne à qui il fait la déclaration d'amour n'est pas la jeune femme en question, mais une serveuse du diner. Et en fait, cette idée que l'irruption d'un plan qui fait varier le découpage, donc de l'irruption du hors-champ à l'intérieur du découpage de la séquence, crée de la surprise, et une surprise qui peut être tétanisante au sens où elle sidère en fait le spectateur. C'est ce sur quoi va reposer l'écriture filmique en termes d'horreur dans le film. Notamment avec l'idée que à plusieurs reprises on va par exemple voir Bear être confronté à quelque chose que lui voit en premier, et Curry Barker va faire durer en fait le plan sur lui pour que l'irruption du contre-champ qui doit arriver constitue en tant que tel un moment de terreur. Il y a un exemple assez marquant dans le film, c'est par exemple le moment où il découvre que Nicky a muré avec du scotch la porte d'entrée de sa maison, et où on a un long plan sur lui qui doit durer au moins 5 secondes de sa réaction, et donc qui crée un sentiment de crainte sur non pas tant le fait qu'il va y avoir quelque chose d'horrible, ça on a compris que les choses affreuses vont arriver, dès qu'il rentre chez lui on sent que quelque chose de nouveau va arriver, mais plutôt la nature de ce sur quoi va porter le plan suivant. Donc en fait l'économie horrifique du film elle repose sur une crainte de ce qu'on va voir. Ouais. Voilà. Et à cet endroit-là, le film est efficace, il est impressionnant, mais il ne va peut-être pas suffisamment loin parce que il montre des sévices qui sont extraordinairement violents à certains moments, mais il ne fait pas le pari de créer quelque chose de l'ordre du dérangement ou de l'obscénité pure, qui serait vraiment un stade où on pourrait ne plus supporter la possibilité lui-même du contre-champ, alors même qu'il le frôle à quelques endroits. Par exemple, il y a une scène où Nicky attend devant la porte que Bear revienne de sa journée de travail, et en fait elle se fige dans un sourire, la scène dure très longtemps, et donc il y a la crainte de l'après. En fait, cet après va intervenir plus tard dans le film, c'est le moment où il va re-rentrer, on va se rendre compte que elle n'a pas bougé de la journée. Elle n'a pas bougé, elle s'est pissée dessus, elle s'est chiée dessus, elle s'est vomi dessus. Et à cet endroit-là, on pourrait se dire, il faut qu'il aille dans l'obscénité, en fait, vraiment pour qu'on arrive à l'image limite, parce que c'est vers ça en fait que tend le film en permanence. Et il me semble qu'il contourne un petit peu ce moment de l'image limite, ou alors quand il montre des images limites qui sont vraiment là pour choquer très 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 fortement le spectateur, elles sont sur un mode un peu goguenard et rigolo. Il y a une scène où Nicky tue une jeune femme qui serait une potentielle love interest de Bear, et elle la tue de manière très violente, puisqu'elle lui détruit le visage à coups de briques. Et il y a ce plan qui est pas mal. Bon, on voit plus la meuf dans le découpage, et puis il y a un gros plan sur le visage défoncé avec un œil qui pend. Et là, on sent qu'effectivement, c'est cette direction-là peut-être qui aurait été encore plus fructueuse pour le film, parce que assez vite, vu qu'il n'y a que cette économie-là de mise en scène horrifique, enfin quasiment, je pense que tu vas apporter une nuance après, des variations, et c'est là où c'est le mieux, c'est quand ça joue sur le corps, mais tu vois, je te laisse en parler après. Ça fait qu'au bout d'un moment, je sentais un peu ce que ça allait donner de scène en scène. Oui, je comprends. Et je me sentais un peu pris en otage en fait par le film, parce que je trouvais qu'il offrait assez peu d'espace pour le spectateur. C'est-à-dire que t'avais en gros la promesse qu'à chaque plan, tu vas t'en prendre une dans la gueule, quoi, tu vois. Et donc au bout d'un moment, j'étais un peu fatigué, tu vois. Alors que dans les 2-3 scènes où ça travaille sur une autre économie de l'horreur, comme la scène dans la chambre, bien sûr, voilà, qui est la plus réussie du film, je pense, de très loin, la plus réussie, et de très loin celle qui la plus terrifiante. Moi, si j'ai mal dormi, c'est à cause de celle-là et pas l'autre. Là, c'est plus convaincant. Voilà. Vas-y, Clément. Non, je partage effectivement que j'étais quand même pas rassuré devant le film, et cette scène-là en particulier, mais je me suis un peu interrogé en fait en sortant du film sur ce qui le distinguait fondamentalement. C'est un peu des présupposés parce que je vois pas énormément de films d'horreur, mais on va dire du tout venant en fait de la production horrifique, qui repose très souvent sur
un high concept, une espèce de principe un peu comme ça. Là, c'est l'idée de l'obsession amoureuse ou du vœu. Une espèce de gadget comme ça, que d'ailleurs le film traite vraiment comme un gadget un peu rigolo presque. La scène au téléphone avec le gars du SAV, qui d'ailleurs est joué par le réal, Clive Barker lui-même, est assez amusante parce qu'elle est complètement nonchalante et pas du tout. Bref. Et en fait, qui se sert de ce prétexte pour ensuite enchaîner, on va dire, un film assez agressif qui repose beaucoup sur... Comment dire, c'est pas que c'est des procédés qui sont pas valides, mais que là, je trouve, on va dire, appliqué, un peu déroulé comme un programme, c'est-à-dire une sorte de crescendo dans le degré de violence à l'écran et le degré, on pourrait dire, d'intensité générale du film, notamment à travers le son. Il y a beaucoup de scènes où les personnages hurlent, où la musique va marquer des coups très forts comme ça pour nous impressionner. Et en fait, j'ai eu l'impression que le film, derrière un peu le côté phénomène, avait surtout marché pour un argument scénaristique et je dirais thématique, qui est la question du rapport de possession entre les deux personnages, et peut-être un peu moins, enfin en tout cas moins sur une singularité qui relève vraiment de d'où va jaillir l'horreur, quoi. Et je dirais même que sur cette pente-là, on en reparlera un petit peu après pendant le quiz, mais j'ai vu les deux Smile, dont tu parlais tout à l'heure, Thomas. Je pense que le film est un peu un sous-Smile par moment, quoi. Déjà parce qu'il y a des dispositifs qui se ressemblent, par exemple l'idée des voitures avec la vitre comme source d'intrusion, etc. Bon, même si c'est pas spécifique à Smile, mais la présence de jumpscare, en tout cas de surprises comme ça, à intervalles réguliers. Mais je trouve que là, le film est un peu, je dirais, plus prudent. Et ce qui est un peu génial dans Smile, c'est que en fait, la surprise et l'horreur peuvent frapper absolument à tout moment. Et je trouve que là, on est sur un film un peu plus routinier. Et je me suis demandé, en fait, si ce concept de lui qui fait un vœu, elle qui tombe sous son charme, était pas une bonne idée de scénario pour le côté thématique, mais une mauvaise idée pour produire de la mise en scène horrifique, au sens où on comprend en gros que elle va avoir un comportement de plus en plus possessif vis-à-vis de lui, que lui va un peu subir ça, mais en fait lui n'est pas vraiment en danger, et donc en fait le seul risque c'est je dirais le degré d'intensité qui va nous être jeté à nous, quoi. En fait, c'est pas du tout un film. Tu parlais de place pour le spectateur ou de prise en otage, et c'est vrai que le film n'est pas très ludique, parce qu'en fait, on est un peu comme lui à se dire, on sait qu'il va rien nous arriver fondamentalement, mais on va juste subir le fait que le film va monter le potard jusqu'à la fin, quoi. Il est un petit peu plus dans ses premières 40 minutes, c'est-à-dire au moment où il y a un interstice qui est laissé sur la nature fantastique, même si je trouve que d'ailleurs d'un point de vue scénaristique ça tient pas trop la route, le fait qu'on puisse croire que Bear croit lui-même que le fait qu'elle tombe amoureuse de lui n'est pas exclusivement lié au vœu qu'il aurait fait. Et ça, bon, c'est un peu un flou scénaristique qui fonctionne pas trop, donc la piste fantastique en fait ne marche pas dans le film. Mais il y a un peu d'espace qui est laissé au spectateur dans la mesure où, vu qu'elle n'a pas encore en gros investi la maison et qu'on n'est pas dans un film d'horreur domestique, va y avoir tout un travail sur la porosité entre l'extérieur et l'intérieur, elle qui rentre ou qui rentre pas. Par exemple, il y a un plan pas mal où elle est à la fenêtre. Un peu un plan de film de vampire. Et elle se détache de la fenêtre. En fait, ce n'est que quand elle se détache qu'on prend conscience qu'elle est là. Une manière aussi de jouer sur les éclairages pour transformer sa silhouette en une masse d'ombre, qui sont des dynamiques de mise en scène qui vont en fait se réduire au fur et à mesure du film pour entrer dans vraiment la mise en scène d'une confrontation immédiate entre un personnage qui est qui possède une femme et que la femme finit par le posséder en retour, en fait. Presque une dynamique, on pourrait dire, de roman gothique, quoi, tu sais, à la Jane Eyre, en fait, où tu introduis un intrus dans ta maison et tu l'enfermes, et puis en fait cet intrus finit par t'enfermer toi-même, quoi. Et pour te passer la parole, mais de fait je trouve que en fait qu'est-ce qui fait peur dans le film? Je trouve que finalement le film se coupe lui-même beaucoup de ressorts de ce qu'il pourrait utiliser pour nous faire peur, quoi. Parce qu'en fait on est bloqué avec elle, mais nous on n'a pas vraiment peur pour Bear. On a éventuellement peur pour les personnages autour d'eux, même si c'est pas des personnages. Moi, j'étais pas dévasté de les voir mourir à l'écran. On a peur pour elle. En fait, moi, je dirais plutôt c'est pour le mal qu'elle se fait elle-même. Mais je suis, cela dit, pas tout à fait sûr que ce soit très vrai non plus. Mais en tout cas, disons que le film mise, et on peut dire que c'est louable, mais sur son actrice et sur elle, la manière dont elle va, quand la caméra la regarde, produire de l'horreur, en fait. Et je trouve que
il y a des moments où ça marche, et en même temps, ça m'a semblé devenir un peu systématique au fil du film. Ah, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, mais en effet, c'est là-dessus que moi je trouve le film absolument remarquable. C'est la confiance magnifique que le réalisateur a en son actrice Inde Navarrete, qui joue donc le personnage de Nikki. Son premier film. Il me semble qu'elle a quand même eu quelques petits rôles avant, mais peut-être que c'est à ce moment-là que c'est son premier plus gros rôle, quoi. Parce que, en effet, comme tu le disais tout à l'heure, la majorité de la terreur vient du fait de l'anticipation par le spectateur de ce qu'il va voir Inde Navarrete en train de faire devant la caméra, et elle arrive très bien à incarner cette sorte de personnage incontrôlable dont on a qui a beaucoup de palettes entre guillemets d'incontrôlabilité, c'est-à-dire qu'à des moments elle va pouvoir rester statique hyper longtemps, à des moments elle va avoir des mouvements très brusques, des saillies, des changements de jeu, des moments où elle est hyper agressive et puis elle devient douce tout d'un coup, ou des moments où c'est l'inverse. Et en fait le film, moi je pense, travaille vraiment la matière de la perte de contrôle de son propre corps, un peu comme le zombie en soi, mais le zombie est tellement désincarné que cette idée de perte de contrôle, moi en tant que spectateur, elle m'affecte peu. Je connais des gens qui sont terrifiés par le concept des zombies justement parce que ça les met face à la potentielle perte de contrôle de leur propre corps, ce que je comprends, mais là c'est la première fois que moi je l'ai vraiment ressenti dans ma chair, cette idée de mon corps tel qu'il est, tout d'un coup j'en perds radicalement le contrôle. Comme la possession diabolique. Exactement, c'est ça. Et à partir de là, ce corps va pouvoir se mettre à faire tout et n'importe quoi, et même va être affecté par des mouvements qui sont impossibles. Notamment plusieurs moments dans le film où en fait le personnage va se mettre à se mouvoir dans l'espace de façon tout à fait étonnante. J'ai d'ailleurs appris a posteriori que Curry Barker avait engagé une danseuse pour faire ces moments-là, parce que justement c'est des mouvements très techniques et en fait réalisés avec une... C'est la danseuse qui apparaît à l'écran ou c'est la danseuse qui a entraîné C'est la danseuse qui apparaît à l'écran. Ok, c'est intéressant ça. Okay. Parce que c'est exactement comme dans Kairo. De Kiyoshi Kurosawa. Le passage auquel je pense que tu fais référence, c'est le passage dans la chambre où elle sort. Il y a les deux. Il y a le moment avec le pot de fleurs. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a un moment dans la cuisine avec un couteau où elle repart. Parce qu'en fait, dans Kairo, il y a vraiment une scène très très connue où il y a une éruption de fantôme avec un peu une démarche au ralenti et qui sort d'un coin sombre. Donc vraiment. Comme dans Obsession, c'est une citation. Voilà. Et la scène avait été tournée avec une danseuse je ne saurais pas dire quelle danse japonaise, et où l'horreur reposait sur le fait qu'à un moment, quand elle pose son pied, elle avait son genou qui se barre en couille. Mais genre d'une manière où t'as l'impression qu'elle se disloque le genou en marchant, et ensuite elle se relève, et ça fait comme quand elle est dans la chambre, si tu veux, et qu'elle se rétracte un peu comme une araignée, où l'incohérence physique du geste suffit à vraiment créer la terreur, quoi. Créer une vraie terreur, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais du coup, il y a cette incohérence de geste et il y a cette incohérence de l'émotion aussi de ce personnage qui va se mettre donc à être toute gentille, toute douce, puis tout d'un coup être dans une violence inouïe. Et moi, je trouve qu'en fait, tu parles du fait qu'on n'a pas du tout peur pour le personnage. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, à chaque fois qu'il est dans la maison, enfermé avec elle, je sais que physiquement, il va rien lui arriver, mais le degré de violence psychologique, de l'enfermement et de la chose qu'elle peut exercer sur lui. Enfin, je veux dire, par exemple, la scène qui est presque un peu... J'accepte de la qualifier presque de programmatique, où il va rejoindre son ami dehors dans la rue, et on a un très long plan où on voit l'espace de la vitre occuper une immense place dans le cadre, et on se doute que cet espace est en même temps une protection et en même temps la porte d'entrée à un geste de violence. Bah, il fonctionne hyper bien, parce que donc on est terrifié, en fait, on est conscient que ce personnage n'est plus libre de faire quoi que ce soit. Et en fait, il atteint le degré d'emprise que la vraie Nikki, entre guillemets, vit dans son propre corps vis-à-vis de la malédiction qui la contrôle, parce qu'on comprend aussi un moment dans le film, et ça redouble l'effet de terreur qu'on ressent, que le système de possession dans le film fonctionne vraiment comme une sorte de possession, du coup, où c'est pas le personnage Nikki qui aurait un changement de psychologie, c'est vraiment, elle serait enfermée quelque part dans un recoin mental, et la majorité, 99% du temps, son corps serait possédé par une sorte d'entité qui jouerait l'amour pour Béa. Et donc, déjà, on l'apprend dans une scène qui fonctionne très très bien, parce qu'elle a lieu que au son.
alors que justement c'est la première scène en voiture qui utilise ce dispositif de la vitre, et en plus le plan est très très long, il appelle le SAV, donc on s'attend à ce que la violence vienne de l'extérieur, et en fait il est au téléphone avec quelqu'un, comme tu le disais, qui est très chill, presque on dirait qu'il vient de fumer, enfin il est tranquille, etc. Et tout d'un coup, ce personnage va faire entendre la voix de Nikki en train d'hurler et d'avoir peur, donc en fait l'horreur vient pas de l'endroit dont on l'avait attendu. Vient uniquement du son, et ensuite a posteriori on verra quelques coups d'éclat du personnage, de la vraie Nikki reprendre possession de son corps quelques instants et essayer de se tuer. Et cette violence aussi affectée au personnage elle-même, elle est donc il y a des moments où on a peur pour le personnage de Bear et des moments où on a peur pour le personnage de Nikki. Ils sont rares, mais par exemple le moment où elle va prendre une bouteille. Une quoi ? Une bouteille, elle se frappe le visage. Ah, je pensais pas au moment de la bouteille, je pensais au moment de la brique de jeu en soirée, mais c'est peut-être une bouteille, je sais plus. Bah, qu'après elle pète la bouteille, elle se oui, c'est ça. Non, c'est vrai, tu as raison. Mais avec la brique, tu te demandes déjà si elle va pas se frapper quand elle... C'est vrai, tout à fait. Vis-à-vis des dispositifs d'horreur que tu décrivais tout à l'heure, du champ contre champ, en effet, il y a quelques séquences qui changent de ça. D'ailleurs, le tout début du film en matière d'horreur ne joue pas encore là-dessus. Il joue sur à quel point Nikki est obsédée par Bear. Et en fait va jouer notamment dans une scène que j'aime bien, sur une discussion dans le magasin où Bear, Nikki, Yann et Sarah travaillent, pendant un champ contre champ entre Bear et Yann qui discutent tranquillement. On aperçoit dans un des plans, uniquement en flou loin, mais la masse beige du visage qui reste tournée vers la caméra et donc vers Bear. Et chaque champ contre champ rejoue du fait qu'on espère que le visage va arrêter de regarder dans cette direction-là de façon univoque. Pareil, il y a un moment où dans un restaurant, Bear va se lever, aller au téléphone, et on voit la silhouette de Nikki se déplacer sur la gauche, regarder fixement vers la caméra. Ensuite, il y a évidemment la scène du moment où elle le regarde la nuit en train de dormir. Et ce que j'ai vu qui était intéressant, c'est donc au-delà du fait d'avoir pris une danseuse pour faire les mouvements terrifiants comme dans Kairo dont tu parlais, c'est qu'en termes de maquillage, il y a aussi un effet sur le visage de l'actrice qui a été fait pour répliquer une sensation de ce qu'on appelle la Uncanny Valley. C'est ce qu'on se disait à la séance avec Mathieu et Clément. Elle a les traits déformés, on dirait que ses lèvres sont un peu écartées. Que en tout cas ça ressemble à un visage humain, mais pas tout à fait. Juste ce qu'il faut pour qu'on sente que ce soit pas exactement le cas. Et dans cette séquence-là, la gestion, pour le coup, de l'étalonnage, c'est un truc que je me dis rarement dans un film, mais extraordinairement bien réussi, c'est-à-dire que le degré d'obscurité précise qu'il faut pour avoir pile poil suffisamment de vision pour saisir à peine le visage et en même temps ne pas le voir vraiment. Pour le coup, le chef-op a fait un travail assez admirable. Et tout du long du film, il y a aussi d'autres moments où le visage de Nikki, comme tu l'as dit, est en silhouette, en pénombre. Et donc, là, par contre, dans ces plans-là, où elle ne sera pas maquillée, c'est vraiment ses expressions et ses mimiques qui seront mises dans cette sorte de pénombre terrifiante où on voit que l'actrice est capable de 1000 positions de visage, de sourires terrifiants, etc. Mais que le film nous laisse seulement deviner, quoi. Sur le coup de l'Uncanny Valley, je refais le lien avec Kiyoshi Kurosawa, mais c'est des procédés qu'on voit beaucoup aussi chez Kiyoshi Kurosawa, donc je pense que c'est un lieu qui est important pour Curry Barker, c'est le côté, le degré d'ombre suffisant pour que le visage devienne un masque, en gros, pour le dire simplement. Et sur la mise en scène, il y a aussi quand même 2-3 idées que j'aime bien au début du film. Le fait que régulièrement le corps de Nikki en fait c'est bordé de lumières contradictoires, rouge ou bleu, et que d'une certaine manière elle est bleue de base, elle est gagnée par le rouge qui est la couleur du One Wish Willow, et qui va la connoter comme une entité démoniaque. Et puis ce rouge qui va reparaître dans la robe qu'elle va porter quand elle va venir le chercher chez lui, et le rouge in fine du sang en fait, qui va couvrir à la fois son corps, mais aussi parce qu'elle a, comme on le voit ici, parce qu'elle a des plaies en fait. Donc le film a quand même des enjeux de mise en scène. J'étais assez dur avec le film quand j'en suis sorti, je me disais vraiment quand même c'est pas un très très bon metteur en scène, faut se calmer, c'est pas le Golden Boy de l'horreur. Je pense que c'est limité comme film, mais c'est un peu plus convaincant en y réfléchissant que
Et c'est vraiment le visionnage de Backroom en fait qui m'a fait. Je peux pas non plus abuser à ce point-là quoi de dire du mal de ce film. Et pour le coup, je trouve que avec ces $500,000, et en fait j'ai écouté des interviews, etc. aussi, j'ai entendu qu'il y avait aussi beaucoup de limitations techniques, de matériel tout simplement qu'ils ne pouvaient pas louer pour faire certains types de plans, etc. Et donc je trouve que le film arrive à jouer très intelligemment sur les plans fixes, quoi. Enfin, il y a une idée de la majorité des plans, c'est un plan fixe sur un personnage et du champ contre champ pour alterner entre les deux. Ouais. Une qualité claustrophobique du plan en fait. Et en gros, c'est ça l'idée du film, c'est que le mec il finit par être enfermé dans sa maison. Oui, c'est ça. Et le film est cohérent. Qu'il est enfermé dans le plan. Et donc, j'ai l'impression qu'il arrive à. Enfin, que c'est ce genre de film qui arrive à très bien utiliser la limitation technique et budgétaire dont il. C'est vraiment une série B. Dont il fait fort, quoi. Comme on en fait plus beaucoup en fait. C'est une vraie série B. Je suis un peu plus. Un peu plus dur. En fait, comment dire. J'achète pas trop ce que tu dis sur l'idée qu'on ait peur pour les personnages. À mon avis, moi je trouve que le film est pas bon du point de vue des personnages. Au sens où même Nikki, le film est clairement plutôt du côté de Bear. C'est son point de vue qu'on adopte, mais Nikki elle-même n'est pas vraiment définie comme personnage. Et moi j'ai du mal à me dire que j'ai peur pour elle, même si je mesure le degré d'horreur qu'elle subit, tu vois. Mais à mon avis, les scènes où par exemple elle se frappe le visage. Je pense pas qu'on se dise oh non, elle se frappe le visage, elle va se tuer. En fait, on a peur de ce que le film va nous montrer à nous. Oui, quoi. Je suis d'accord, ça oui, tout à fait. Et de fait, c'est ce qui va aussi avec ce côté programmatique, c'est que c'est un peu paradoxal parce que à la fois le film nous explique que le comportement de ce personnage masculin est discutable et immoral. Avec une scène qui est clairement filmée comme une scène de viol, avec c'est même pas très fin parce que la musique fait genre à ce moment-là comme ça. Et en même temps, disons que on est vraiment à ses côtés à subir quoi pendant tout le film quoi. Ce qui fait que je sais pas si c'est comment on pourrait dire une contradiction du film, mais je trouve que ça pose un truc paradoxal. Et d'ailleurs, bon, c'est pas non plus vraiment un argument contre le film, mais par exemple sur X, les gens débattent vraiment de est-ce que lui est le méchant de l'histoire ou pas quoi, alors que ça me semble relativement limpide dans le film, mais le fait qu'on soit de son point de vue à lui et que ce soit son corps à elle qui fasse peur pendant tout le film effectivement peut-être brouiller un peu la ligne, ou en tout cas c'est un cauchemar d'incel un peu, donc, oui c'est ça, il y aura toujours des incels pour défendre oui moi là pour le coup j'avoue que il y a énormément de films très intelligents autour desquels des gens se sont posés des questions particulièrement connes. Oui, mais ce que je veux dire, en fait, je pense que si justement le film pose des questions, c'est presque rassurant. C'est-à-dire qu'il y a un espace où il a eu la justesse de nous mettre du point de vue du personnage antipathique de l'histoire, et donc de créer une sorte de zone de trouble plutôt qu'une évidence abattue comme une morale. Je suis pas sûr qu'il y ait un grand trouble dans le film, hein. Ça, si je puis me permettre, pour le coup. Pas un grand, mais une sorte je vois pas trop de trouble. Je vois un film sur un personnage médiocre, enfin vraiment un petit déchet, quoi, tu vois, qui peut être un peu touchant, attendrissant dans sa médiocrité pendant un quart d'heure avant qu'il fasse son vœu, et qui ensuite s'enferme dans une espèce de mensonge, enfin il s'aveugle lui-même. Et il y a aussi, moi j'attendais le moment de son suicide en fait, comme une résolution tout à fait logique. Oui, parce qu'on lui dit très tôt, justement au SAV, la seule façon de dépaître du vœu, c'est de te suicider. Voilà. Et d'ailleurs, moi je trouve que la fin du film est un peu... ça marche... Je suis pas très content de la manière dont il se termine. Je trouve qu'il se termine un peu en queue de poisson, parce que donc... on va spoiler, peut-être qu'il faut pas spoiler, je sais pas. Alors, au moins tu préviens. De toute façon, on arrive sur la fin de la discussion. Revenez dans 2 minutes. En même temps, c'est pas très grave. Oui, ça repose pas vraiment. Certes, mais c'est quand même un plaisir. Il se suicide à la fin, et elle reprend donc sa conscience, et le film se termine sur elle, en fait, qui hurle de revenir dans son corps. Et qui dit qu'est-ce que tu m'as fait, quoi. Et je trouve que le film est presque un poil sirupeux et un peu pervers dans sa manière de nous laisser entendre pendant 1 minute. Parce qu'elle fait un vœu en fait avant qu'il meure. Mais alors ça c'est pas très clair. C'est pas clair, mais en gros c'est clair. En gros, c'est quoi le vœu qu'elle fait? Le vœu c'est que oui, c'est ça, que Bear soit que Bear même plus que tout au monde. Voilà, elle fait le vœu. On la voit pas faire ça. Non, mais on entend le bruit du bâtonnet se casser et on comprend avec il se met à sourire avec un sourire un peu surélevé comme elle. Mais il se suicide quand même. Mais en fait, vu qu'il s'est déjà pris ses médocs, c'est trop tard. C'est ça exactement. Et il y a ce truc pendant 1 minute où le film nous laisse croire
que la résolution possible pour c'est qu'ils soient tous les deux c'est qu'ils soient tous les deux fous et qu'en gros on est Harley Quinn et Joker quoi tu vois. Et à ce moment-là j'étais vraiment en train de me dire mais ok, il prend pas du tout au sérieux en fait son scénario, il prend pas du tout au sérieux son sujet et il nous a parce qu'en gros si le sujet c'est celui de l'obsession enfin de la possession et de l'abus en fait de l'abus terminer le récit en disant en fait la personne que t'as abusée va finir par t'abuser toi-même et ça sera la folle farandole des gens des abusés fous et on a un peu de tendresse pour ces fous là tu vois. Bon franchement c'est ça s'était arrêté là-dessus sur voilà et pour rattraper ça il doit du coup faire mourir son personnage principal d'une manière un peu mélodramatique parce que sa mort du coup paraît particulièrement cruelle parce que Nikki possédée malheureuse puis ensuite elle revient vers tu vois il y a une espèce de tambouille qui fonctionne pas où tu sens qu'il arrive pas à se positionner par rapport à ça. Moi je suis pas d'accord, je trouve qu'il y a une plutôt belle idée en fait, enfin je suis d'accord qu'en termes d'exécution il y a peut-être un peu des maladresses mais j'aime bien l'idée que en fait juste avant donc que Nikki fasse le vœu que Bear devienne obsédé par Nikki et qu'il sorte de la salle de bain etc, ils prennent autant de médicaments et pendant un court instant en fait il abandonne et il essaye de se faire vomir et la seule chose qui permet à Bear de ne pas se faire vomir et de ne pas rejeter les médicaments c'est le souhait de Nikki. Oui, c'est pas mal, oui, t'as raison. Oui, tu vois, et qu'il y a un peu cette toute petite subtilité qui fait que... il aurait été un lâche jusqu'au bout de Exactement, c'est ça. Jusqu'au bout de sa vie, il aurait été un lâche. Et je trouve que c'est quand même important que le personnage de Nikki soit le personnage sauvé à la fin du film. Ça, je suis d'accord. Et je pense que moralement, le film fait le bon choix. Enfin, après, on aurait pu tout à fait imaginer une fin catastrophique où Nikki n'est pas sauvé. Absolument. Une fin de film d'horreur qui aurait été très édifiante aussi. Tout à fait. Mais je veux dire, dans la mesure où presque le film a fait disparaître le personnage au bout de 15 minutes de film, quoi, même un peu moins. C'est presque une sorte de justice morale de lui permettre de... Ouais, mais peut-être que justement ça va dans le sens de l'histoire de la Trinité. C'est-à-dire qu'en fait je pense que le film devrait aller sur un territoire. En fait oui, je crois que ce qui me dérange c'est qu'il nous résout l'affaire à la fin et il fait que ça finit bien. Et donc ça nous soulage un peu, il nous soulage en gros. Après nous avoir torturé, il nous soulage. Et je pense que le film aurait gagné à être vraiment pas soulageant du tout, mais à être vraiment une expérience. Moi je t'avoue que je suis content qu'à la fin du film il me ménageait une petite porte de sortie, parce que l'angoisse que j'ai ressentie devant, il a, grâce à ça, ça a pu un peu la... Non mais tu vois, parce que je pense à un film comme L'Exorciste, avec lequel je pense que ça dialogue un peu. À la fin, elle s'en sort quand même, la gamine, mais c'est sur le fond d'une telle catastrophe généralisée et une telle... c'est le cas aussi de là, quand même. Oui, mais dans l'Exorciste, tu veux, il y a quand même l'affirmation finale que le mal, ça existe. Alors que là, je trouve que le réduire justement à la lâcheté d'un personnage principal réduit un petit peu la portée métaphysique de ce que pouvait avoir l'expérience horrifique. Je vois ce que tu veux dire. Ou dans Cure, par exemple, je pense à la fin de Cure aussi. C'est sûr que tu prends les fins de films de Kiyoshi Kurosawa, t'es là, t'es dit, ok, il y a une modalité de perception du réel qui va être nécessaire de garder en tête, parce que il y a la confirmation qu'il existe une dimension du mal. Mais après, ça renvoie à toute une tradition du cinéma d'horreur. Tu sais, c'est Toré qui dit il y a deux cinémas d'horreur, il y a celui qui postule que le mal existe en soi et que le mal est produit par la société. Et il me semble que là, ça s'inscrit tout à fait dans l'idée que si mal il y a, il est toujours la traduction d'une dynamique sociale. Ici, c'est un film à la fois sur l'horreur du couple hétéro, et d'ailleurs je pense que le succès du film tient aussi au fait qu'il est bien dans l'air du temps sur les questions la démolition du couple hétérosexuel, tu vois. Moi j'ai plein d'amis, j'ai pas plein d'amis, j'ai des amis queer qui sont allés le voir, et vraiment je trouvais que c'était aussi satisfait, tu vois, de voir ça, de voir l'horreur d'un couple homme-femme hétéronormé. tu vois. Voilà, bon, bref, je vais pas dire plus de bêtises, je vais me taire.